Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, votre émission qui débriefe toute l'actu des Canaries malgré la Ligue 2 qui se rapproche d'émission en émission. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode ce soir, messieurs, avec vous deux, justement, deux chroniqueurs. Vous n'en êtes pas à votre première déconvenue, messieurs, avec le FC Nantes, Marius, Anita et Maxime Bonsoir. Thomas, consultant foot sur Télé Nantes. Bonsoir, je vous chambre un peu, vous avez aussi vécu de beaux moments avec ce club, notamment tous les deux autour d'une Il y a longtemps. certaine Coupe de France. Oui, il y a longtemps. Il me semble. Je compte sur vous en tout cas ce soir pour avoir un petit peu le sourire parce que c'est un peu la déprime au FC Nantes. On va essayer de garder la forme. Au sommaire de cette émission, on analysera justement les premiers choix de coach Vaïd depuis son retour avec les Canaries, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de son arrivée. On en parlera tout à l'heure. Avant cela, il y aura aussi les top flops, le quiz de fin d'émission bien sûr. Mais d'abord, place au débrief. C'est parti. La descente en Ligue 2 n'a sans doute jamais été aussi proche pour les Canaries, battus ce dimanche soir face à Strasbourg. Le FC Nantes accuse désormais 5 points de retard sur la place de barragiste, un gouffre à seulement 8 journées de la fin de la saison. On revoit les temps forts de cette rencontre en images. Et pour son grand retour sur le banc nantais, coach Vaïd a pourtant longtemps cru à sa bonne étoile, car ce sont bien les jaunes et verts qui ont ouvert le score dès la 6e minute sur cette superbe frappe du pied gauche signée Demen Tabibou. Un but plein d'insouciance à l'image de cette première période où les Canaries vont beaucoup tenter avec pas moins de 10 tirs, mais ça ne suffit pas pour rentrer au vestiaire avec l'avantage du score, car Strasbourg va égaliser juste avant la pause sur cette action de classe. Avec du caractère, les Nantais décident de reprendre les choses en main dès la reprise. Lancé en profondeur, Ablin trompe le gardien strasbourgeois du bout des pieds. 2-1. Le FC Nantes aura même l'occasion d'inscrire le but du break sur cette frappe de Ganago déviée sur le poteau. Mais c'est Strasbourg qui va finalement égaliser 3 minutes plus tard grâce à son entrant Panicelli, oublié par la défense nantaise. En véritable renard des surfaces, l'attaquant argentin s'offrira même un doublé dans le temps additionnel. 3-2, score final. Les mines déconfites des Nantais en disent long sur leur désillusion. Écoutez la réaction de l'entraîneur des Canaries après la rencontre. Énorme déception. Je ne parle pas pour moi, c'est surtout pour l'équipe. Je pense qu'ils ont fait un match solide, même bon match. Quelqu'un il m'a dit c'est un des meilleurs matchs qu'ils ont fait cette saison. Est-ce qu'il est fini? Je ne sais pas. Je vous dis franchement, 3 prochains matchs, il faut gagner 3 matchs, au moins 7 points, surtout match contre Auxerre là-bas et Metz chez eux. Il faut espérer gagner. L'entraîneur Vaïd Halilhodžić déjà très affecté par cette première défaite. Il faut dire que la réalité du classement est assez terrible pour les Canaries après cette 28e journée de championnat. Regardez, avec la victoire 3-0 dans le même temps d'Auxerre face à Brest, le FC Nantes, toujours 17e, se retrouve désormais à 5 longueurs, donc des Bourguignons. Messieurs, même question que pour Vaïd, est-ce que vous pensez que c'est terminé ? Disons que, commençons par la déception, elle est à la hauteur des espoirs qui étaient mis sur cette rencontre. Ils avaient tout préparé pour qu'il y ait des espoirs immenses sur ce match-là, et la déception, elle est d'autant plus importante. Donc là, on se rapproche inexorablement de la Ligue 2. Je pense que mathématiquement, effectivement, rien n'est joué, mais c'est juste un leurre. C'est juste un leurre. Je pense que le mal est fait. Il faudra lutter jusqu'au bout, c'est le sport. On a aussi des retournements de situation, ça reste du sport. Mais il reste un chemin quand même, Maxime, pour se maintenir, ou c'est quasiment terminé ? Pour moi, c'est terminé. Après, en fait, faut aussi espérer que Auxerre derrière ne fasse pas Nantes aussi, n'a plus son destin entre ses mains dans tous les cas. C'est un peu ça, dans tous les cas. Donc oui, quand il dit qu'il faut gagner les prochains matchs, ce qui est logique, il faut aussi espérer que derrière Auxerre finissent aussi par arrêter de gagner et de prendre des points, parce qu'eux le font, donc, et commencent à creuser un peu l'écart avec Nantes. Mais oui, pour revenir sur la déception, c'est aussi parce qu'on a eu quasiment 2 semaines pour préparer ce match. Vaïd, en tout cas, l'a eu. On a senti quand même une équipe différente de ce qu'on a pu voir cette saison, avec beaucoup plus d'envie. Et c'est vrai qu'on mène 2 fois dans le match, et la seule fois où on est mené, c'est dans les arrêts de jeu. On va y revenir bien sûr sur le déroulé de cette rencontre. Je voulais juste vous montrer cette statistique de prédiction du statisticien Opta justement après cette rencontre. Selon eux, désormais le FC Nantes n'aurait que 0,99% de chance de se maintenir directement et seulement 8,1% de chance d'accéder au barrage. Ce sont les stats qu'ils disent, c'est des prédictions statistiques. En clair, il faudra un miracle.
Oui, on n'est pas loin du miracle et encore une fois, sous la forme montrée par les Nantais depuis toute la saison, on voit mal comment ces 8% vont se traduire en succès derrière pour accrocher au moins le barrage. C'est extrêmement compliqué et cette défaite fait très mal à la tête des joueurs et du staff nantais. Oui, parce que Vaïd a dit qu'il faudrait prendre au moins 7 points sur les 3 prochains matchs. Ça paraît immense. Beaucoup. Ça paraît beaucoup quand on voit le nombre de points que le FC a pris cette saison. 17 points pour l'instant en 26 journées. Donc on n'a pas le choix, de toute façon il le dit, si on veut espérer, il faut gagner ces prochains matchs. Le match de retard contre le PSG, c'est un peu du bonus, malheureusement on sait très bien que ça va être compliqué, mais peut-être que sur un exploit sur ce match-là en retard, on peut se remettre un peu dans la piste du match. Et peut-être le motif d'espoir avec ce calendrier, Metz, Auxerre et Brest, avant une fin de saison qui va être très compliquée, PSG, Rennes, Marseille, Lens, Toulouse. Mais il y a ces 3 matchs-là, c'est peut-être un petit peu le dernier motif d'espoir qui reste. Oui, c'est l'espoir qui fait vivre le groupe, c'est ces matchs qui arrivent derrière et c'est là où tout va se jouer presque sur les 2 prochains. D'ailleurs, ça sera quand même, on verra très clair à l'issue de ces 2 matchs-là. On va pouvoir être fixé très tôt, en réalité. De toute façon, si Nantes ne gagne pas contre Auxerre, et surtout si on perd contre Auxerre, c'est fini. Ils auront creusé encore plus l'écart, donc c'est terminé. Allez, on laisse le classement de côté et on se penche justement sur ce match face à Strasbourg parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de regrets aussi pour les Nantais qui ont sans doute livré l'un de leurs meilleurs matchs cette saison. Ce que disait Vaïd, est-ce que c'est votre avis aussi, messieurs ? Notamment certains, alors d'un point de vue collectif, oui, comme je disais tout à l'heure, on a ressenti quand même plus d'envie, plus de hargne, plus de jeu aussi, plus de combinaisons. Certains joueurs ont réussi quand même à se sublimer, on en reviendra plus tard sur les tops du match, mais bon, on a quand même sorti certains joueurs qui avaient un peu déçus depuis leur arrivée, qui ont montré quand même beaucoup plus sur ce match. Et finalement, on a plutôt dominé cette équipe de Strasbourg, qui n'a pas eu tant d'occasions que ça. Et nous, on en a eu beaucoup pour marquer plus de buts que ce qu'on a. Pour illustrer ce que vous dites, justement, on le voit sur le momentum avec pas mal de verts. Ce qui symbolise les temps forts nantais sur ce match. Marius, c'est vrai qu'elle est mal payée, cette défaite, comme on dit. Oui, c'est pas juste pour les efforts qui ont été déployés. Il y a eu de la verticalité, il y a eu ils ont tenté des choses quand même. Ça, faut pas l'oublier. Un jeu un peu plus direct, un peu plus instinctif. Exactement, tout à fait. Ils ont créé de l'incertitude. Tout ce qui manque, ce qui a manqué parfois cette saison, ils ont créé cette incertitude chez l'adversaire et comme par hasard, ils marquent 2 fois. Vous voyez, donc c'est quand même des curseurs qui ne trompent pas et cette prise d'initiative, que ce soit Tabibou sur le côté, que ce soit Ablin, que ce soit même devant Ganago qui a été seul à faire quand même l'essuie-glace, mais il a fait du travail, le côté défensif, ils ont tous travaillé ensemble, donc ils méritaient mieux ce groupe face à Strasbourg. 14 tirs à 13 pour le FC Nantes, 9 tirs cadrés partout, on n'a pas vu ça beaucoup cette saison. Il y a eu un électrochoc quand même, en fait, même si ça ne s'est pas traduit sur le résultat. On a vu une équipe qui a totalement changé de visage. C'est peut-être cette lueur sur ça qu'on peut garder une petite lueur d'espoir pour le maintien. C'est que on a peut-être justement retrouvé avec Vaïd une certaine. Il joue en tout cas avec les armes qu'il a. Il arrive à faire sublimer certains joueurs, jouer un peu plus collectivement, alors que ça n'a pas été ça du tout depuis le début de saison. C'est peut-être ça qui nous permet de se rattacher au fait qu'on a peut-être une petite lueur d'espoir pour le maintien d'ici la fin de saison. Mais ça va être quand même compliqué parce que cette défaite va faire mal dans la tête des joueurs et c'est ça qui me fait plus peur. Malheureusement, il y a ce dernier quart d'heure, ces 2 buts encaissés en toute fin de match. C'est ça le gros bémol de cette rencontre, c'est la prestation défensive de l'équipe. C'est mental, c'est physique, c'est quoi le problème ? C'est principalement mental, évident. La peur de gagner ? La peur de gagner, la peur d'être encore dans l'échec. L'échéance arrive, ils savent tous sous le terrain qu'un faux pas, un mauvais dégagement, etc., ça va avoir des conséquences énormes. Donc forcément, plus le temps passe, plus on recule. Nos choix ne sont pas dirigés par le jeu, sont dirigés par des pensées, etc. Donc c'est très compliqué. Donc c'est plus mental et pas que physique. En plus, sur 75 minutes, je dirais que le mental, on l'a eu parce qu'on a réussi à faire ce qu'on n'a pas eu beaucoup. C'est dans la dernière ligne droite vraiment que ça a pêché. C'est surtout de marquer ce 2e but après en avoir encaissé un. Donc c'est vraiment dans le dernier quart d'heure où mentalement, là, on a retrouvé un peu le FC Nantes de cette saison qui a complètement lâché prise. Oui, on recule. Ça recule. C'est difficile de garder toujours la pression sur l'adversaire. Donc plus le temps passe, l'échéance arrive, on s'approche de la fin du terme du match et comme par hasard, ça commence à reculer. Ça a peur. Donc voilà, on a eu du mal à garder cette pression sur l'adversaire. Mais j'en reviens au physique quand même. Est-ce que la plus grosse erreur de Vaïd, ça n'a pas été de coacher un petit peu avant ? Il a fait son premier changement à la 81e, j'ai vu.
Il a quand même laissé les joueurs très longtemps Oui, sur le terrain. il y avait Ils ont quelques fait joueurs, 2 semaines oui. très intenses. On a senti des joueurs qui étaient cramés au fil du On match. reviendra sur les flops, mais effectivement, on voyait clairement quelques joueurs qui tiraient la langue, hein, c'est sûr, c'était évident. Tabibou, d'ailleurs, il sort à un moment donné parce qu'il ne peut plus suivre le rythme de la partie. On a vu côté droit aussi, ça souffrait énormément côté défensif. Donc oui, peut-être que des changements étaient essentiels, arrivaient plus tôt, mais ça s'est pas fait, tant pis, c'est comme ça. Oui, et bon, même s'ils ont eu 2 semaines intenses au niveau des entraînements, ils n'ont pas joué le week-end dernier. Il y avait aussi le fait peut-être qu'il avait besoin de garder son équipe type, en tout cas celle qu'il avait alignée jusqu'au bout. Parce que ça marchait Parce plutôt que pas ça mal marchait aussi sur plutôt le pas terrain. mal Ouais. sur le terrain. Donc après, des changements, je suis jamais fan de cette. Oh, il y a quand même du monde sur le banc, il y a quand même du Bien monde. sûr, mais là, les entrants n'ont pas forcément fait la différence non plus. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Au-delà de la défaite, messieurs, ce qui interroge depuis plusieurs semaines, c'est la baisse d'affluence à la Beaujoire. Seulement 22 000 spectateurs Ouais. ce dimanche. C'était la plus faible affluence de la saison. Et une ambiance toujours aussi silencieuse, notamment en tribune noire. Écoutez justement ce que le coach Vahid Halilhodžić en a pensé. Nantes appartient à beaucoup de monde, pas seulement à certains groupes de supporters, appartient à d'autres supporters qui ont un petit peu applaudi, mais c'est pas. Vous savez, Nantes à cette position, tu ne peux pas attendre ovation comme ça, il faut être réaliste de ça. Peut-être ce soir, l'équipe a manqué à un moment qu'elle a mené, ils ont un petit peu, je vis, ça reste quand même comme dans un théâtre. La Ouais, Beaujoire, ça- comme dans un théâtre, l'image est assez réelle. C'est bien vrai, résumé. il a raison ou pas? Vous êtes d'accord avec lui? Ça a manqué, ça? Oui, c'est bien résumé. J'étais au match, au moment donné, au début du match, on pensait être au cinéma. Honnêtement, c'était un silence incroyable. Dans un moment clé de la saison, je pense que les joueurs ils ressentent ça. Les joueurs ne peuvent pas rester insensibles à ce fait. Et soit ils amènent avec eux le public, soit ils ne l'amènent pas. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à l'amener totalement, même si une partie du public a été derrière les joueurs, mais la Brigade Loire ne l'était pas. Donc oui, c'était une ambiance extrêmement bizarre hier soir, avec ce côté un peu cinéma, un peu théâtre. On regarde une pièce de théâtre tout simplement. Donc ça ne correspond pas à ce qu'on attend dans un stade de foot. Et c'est vrai que c'était un des objectifs de Vahid dès son arrivée. Il avait dit qu'il voulait l'union sacrée derrière les joueurs. Force est de constater que ça n'a pas marché. Hier soir, c'est même l'inverse qui s'est produit, avec des tribunes qui se sont un petit peu chamaillées sur qui chante pas. Alors, on parle de ça, d'amener le public avec soi, en tout cas en commençant bien le match, tout ça. Mais le problème, c'est que ce que la Brigade Loire entreprend aujourd'hui dans sa grève, c'est des idéologies qui, c'est pas que sur ce match. C'est différent, c'est sur la direction, c'est sur... Oui, on l'a vu sur les banderoles d'ailleurs, Voilà. qui ont été déployées une nouvelle fois. Je pense qu'il faut pas confondre en fait les deux, et je peux comprendre aussi que certains supporters en tribune soient un peu déçus qu'il n'y ait pas justement une ambiance qui va justement pousser les joueurs à conserver le score, à se donner encore plus. Maintenant, voilà, ils ont décidé d'entreprendre ces actions-là. On ne peut pas leur reprocher de garder ça, en tout cas, sur tout le long du match, malgré la physionomie du match. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débrief. On passe au top flop. Et cette semaine, votre top, Marius, il est pour le premier buteur de ce match face à Strasbourg, le jeune Demen Tabibou, appelé d'ailleurs ce lundi avec l'équipe de France Espoir. Oui, parce que c'était un détonateur dimanche. C'est lui qui sonne le rythme du match au tout début. Il prend des initiatives. Il a fait aussi des retours défensifs qui étaient plus qu'intéressants. Il a traversé le terrain à un moment donné. Donc Ouais. il est allé Il a fait au-delà. l'élastique, hein. Ouais, exactement. Je pense qu'il est allé au-delà de ce qu'il aurait pu faire à un temps normal. Donc il s'est surpassé sur ce match-là. On le voit sur la heatmap, justement, beaucoup de zones d'activité de la part de Demen Tabibou. Il y avait des points jaunes un petit peu partout. Il était positionné ailier droit de base, mais il a beaucoup bougé. C'est ça que vous avez aimé aussi? Oui, après, ça crée aussi ce que je disais tout à l'heure, l'incertitude chez l'adversaire. Ça peut avoir aussi des côtés un petit peu moins positifs parce que du coup, on ne sait pas où il est exactement. Et dans l'organisation d'une équipe, parfois, ce type de joueur peut décondenser le tout. Mais quand même, sur le global, je trouve que quand on est en notion offensive, c'est important d'avoir un rayon plus large que ce qu'on nous donne à un moment donné sur une feuille de papier. Il a inscrit son premier but en professionnel, Tabibou. Il a dû attendre 34 matchs, très beau but. Il a dû attendre 34
4 matchs de Ligue 1 pour débloquer son compteur. On espère enfin que ça va le lancer. C'est vrai que c'est un talent nantais dont on entend parler depuis longtemps. C'était l'un des espoirs en début de saison, même à l'intersaison. Quand on parlait des jeunes qui pouvaient potentiellement se montrer sous Castro, il en faisait partie. Même c'était à mon avis celui dont on l'attendait le plus avec le Roux. Il a beaucoup déçu. Mais sur ce match, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Tabibou qui rentrait souvent en fin de match la saison passée, qui a justement apporté cette fougue, cette incertitude, comme disait Marius. L'insouciance aussi, de la jeunesse, tout simplement. Donc voilà, il a créé des différences et c'est ce qu'on attendait de lui. Donc pour moi, il est clairement dans l'un des tops de ce match. De quoi construire sans doute un petit peu pour l'avenir. On enchaîne avec votre top, à vous Maxime, votre véritable top. Et c'est une première internationale dans Nantes Foot car il s'agit d'Ibrahima Sissoko, le milieu de terrain qui fait partie des grands gagnants finalement de l'arrivée de Vaïd. J'ai été assez surpris quand on voit justement, je parlais des joueurs qui sont arrivés, qui ont beaucoup déçu, il en faisait partie. Il a même été mis de côté justement avec Kantari, on le voyait vraiment pratiquement plus. Il a eu des débuts très compliqués. Très compliqués et sur ce match il m'a quand même impressionné, souvent la récupération, dans les bons coups aussi, n'a pas hésité à se projeter vers l'avant, un peu comme Kaba peut le faire aussi de son côté. Et non, j'ai bien aimé son activité. 7 ballons récupérés pour Ibrahima Sissoko, c'est le joueur qu'on a récupéré le plus. C'est ce qu'on attend typiquement de lui, le joueur de Strasbourg justement qui était très très bon lors de sa période en Alsace. Donc non, c'est ce qu'on attend de lui et on aura besoin de ces joueurs-là si on veut encore espérer au maintien. Ibrahima Sissoko qui a donc rempli son job. Et comment il a vécu lui ce retour dans le 11 de départ? On lui a posé la question après la rencontre, écoutez. Ça va, je me suis bien senti. C'est vrai que quand j'étais arrivé, j'étais beaucoup fatigué parce que j'avais pas beaucoup joué depuis très longtemps. Voilà, il me fallait du temps. Là, aujourd'hui, c'était mieux, même si à la fin, j'étais un peu fatigué. Mais voilà, ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, je me sens à l'aise. Je me sens beaucoup mieux intégré aussi. Donc voilà, à moi de continuer d'être performant, en tout cas au moins à l'entraînement, pour prouver au coach que j'ai envie d'être titulaire à chaque match. En forme physiquement et intégré, Ibrahima Sissoko. On reste avec vous Maxime et on enchaîne avec justement votre flop. Eh bien cette semaine c'est le défenseur Chidozie Awaziem qui vous a déçu. Oui, alors la défense en général a pris un peu l'eau sur certaines actions, mais Awaziem notamment sur au moins un des buts strasbourgeois, il se place plutôt mal et je sais pas, je l'ai trouvé assez maladroit, pas aussi solide qu'on a pu le voir cette saison. J'aurais pu mettre Amiens aussi, pour moi ça a été pareil de son côté, mais oui, je trouve que Awaziem m'a déçu parce qu'on attendait de lui qu'il soit vraiment un pilier en défense cette saison. Ça a été le cas pendant un temps et je trouve qu'il s'est un peu assoupi entre guillemets. C'est un peu éteint au fil de la saison. Ouais. Il a quand même cette passe cette passe décisive pour Ablin. Ouais. Ça sauve un peu son match. Oui, après la victoire n'est pas au bout, donc c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que avec la défense a un peu subi les Strasbourgeois ont mis à mal notre défense sur la fin de match. Donc je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là, Maxime. On termine rapidement avec votre flop à vous, Marius, et il s'agit là de Mohamed Kaba, un joueur qui était plutôt habitué au top ces dernières semaines. Oui, c'est un joueur que j'aime beaucoup en plus, mais sur ce match-là, je l'ai trouvé en manque de rythme. Je l'ai trouvé en dessous des autres partenaires et j'ai trouvé qu'il n'a pas su changer de rythme, apporter justement ce petit plus offensif. Et en plus, sur la partie défensive, il est complètement, je trouve... en partie coupable du but qu'on prend juste avant la mi-temps. Et puis moi, je me pose un peu la question aussi si c'est pas finalement un peu le fait de se marcher dessus un peu avec Sissoko justement, qui sont deux joueurs quand même qui sont très solides, mais techniquement plutôt beaux aussi. Mais je sais pas, peut-être que c'est un peu trop des profils trop similaires. Affaire à suivre. Merci beaucoup messieurs pour ces top flops. On passe au dossier de la semaine. Et cette semaine, dans le dossier, on s'intéresse au premier choix de Vaïd Halilhodžić depuis son retour au FC Nantes. Qui dit changement d'entraîneur dit toujours revue d'effectifs. Alors, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de son arrivée? On analyse tout ça et on essaie de se projeter un petit peu sur la suite. Messieurs, je vous posais des questions sur différents thèmes. Vous allez me répondre assez brièvement et puis on va essayer d'avancer. Le premier choix symbolique de Vaïd, justement, ça a été de laisser le brassard de capitaine à Anthony Lopez. Est-ce que c'est un choix logique? Oui. Il faut développer. C'est quand même le joueur qui, pour moi, on l'a très bien vu, qui quand même pousse ses joueurs à ne pas lâcher pendant les matchs. On voit dans son comportement, on sent qu'il est impliqué dans cette équipe. Donc, je pense que c'est important. Et qui d'autre?
Et puis il n'y a pas de leader, Qui d'autre exactement, il n'y a pas eu de leader qui s'est imposé de lui-même, donc c'est tout à fait logique qu'il soit capitaine. Le système de jeu maintenant attribué et imposé par Vahid Halilhodžić pour ce premier match, système en 4-3-3, 4-1-4-1, vous me disiez vous aussi, sur certaines phases. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est à reconduire? Ouais, moi j'ai aimé, j'ai bien aimé, surtout qu'on avait un sort de 4-1-4-1 en première mi-temps qui était assez identifié, avec un essuie-glace là-haut qui était Ganago, qui a fait du bon travail, un milieu fourni qui était aussi intéressant, et Sissoko justement, ça lui a permis lui de gratter pas mal de ballons, parce que au-dessus ça faisait le job, donc assez intéressant ce système pour moi. Ouais, puis beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'occasions aussi. Avec ce système-là, on disait qu'on manquait cruellement d'occasions franches. C'était le système privilégié par Luis Castro en début de saison, hein. On revient aux bases. Mais il a réussi justement à mettre les joueurs là où il les fallait, et résultat, on s'est créé beaucoup d'occasions par rapport au dernier match. Et au-delà du système, c'est l'animation qui compte. Donc il y a eu de l'animation. Ouais. Autre point commun avec Luis Castro, la charnière centrale, Chidozie Awaziem, Tillel Tati, ça vous signez ou pas? Pas trop. Pas trop. Pas trop, vraiment. Ali Youssouf. Ali Youssouf, oui. Je trouve que s'il y a un loupé, pour moi en tout cas, c'est Ali Youssouf qui aurait mérité, qui avait toutes les qualités nécessaires de faire face à un match comme celui-ci. Il est propre techniquement, il a de l'anticipation, il est dans les duels. Honnêtement, j'ai pas compris, mais on n'est pas avec les joueurs à la semaine, donc on peut pas savoir quel était le choix qui a déterminé son absence. Ça va peut-être évoluer après ce match-là. Très surpris en tout cas de le voir, alors que c'était le meilleur défenseur pour moi à Nantes depuis quelques matchs. Autre hiérarchie bousculée par Vahid, celle de la pointe de l'attaque. Vous en avez parlé avec la titularisation de Ganago à ce poste-là. Il a peu joué finalement au FC Nantes, hein, à ce poste d'attaquant de pointe. C'est son poste de prédilection. Il a été préféré à Mohamed ou encore El Arabi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Rassurant déjà sur ses conditions physiques, j'ai eu très peur quand il est revenu, je ne pensais pas du tout qu'il allait s'imposer. Il aurait pu être le héros de ce match, il aurait encore pu une marquer fois. un doublé, hein, mais deux gros arrêts du gardien, mais il aurait pu deux poteaux, mais dévié par le gardien sur les deux fois, et il aurait pu être le héros. Et franchement, non, dans son activité, c'est pas un joueur qui est très fin techniquement. Par contre, dans les appels, c'est un travailleur, et voilà, il apporte de la profondeur. C'est un des seuls qui peut faire ça. Il correspond au style qu'il a voulu mettre en place le coach pour ce match-là. Donc il était dans ce thème-là. Quelqu'un de très mobile, qui a aussi fait du bon travail défensivement. Donc ça lui allait très bien. Choix cohérent finalement de la part de Vahid. Ce qui ne change pas, en revanche, messieurs, c'est les côtés de la défense. Kodza, Amiens, les entraîneurs passent, les deux restent. Ouais, c'est assez étonnant. Ouais. Comment on l'explique? Ils doivent être monstrueux à l'entraînement, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux, je sais pas. J'ai du mal, même si Kodza... il n'y avait pas Fabien Santons pour le coup, mais... Exactement, même si Kodza, ce match-là, je ne peux pas lui imputer grand-chose. Il a fait un match tout à fait correct, mais c'est vrai qu'on est très fébrile sur ces côtés de notre défense. On est souvent débordé quand même sur nos à l'image du deuxième but, strasbourgeois. Non, pour moi c'était pas autant Kodza, oui, comme on le dit, on peut pas en vouloir, pour autant Amiens, oui, là pour moi faut arrêter, ouais. Merci messieurs pour ces analyses, on suivra ça évidemment, les évolutions dans les prochaines semaines. On va terminer cette émission, vous le savez, avec notre quiz de fin d'émission, et le thème cette semaine, c'est les buteurs du FC Nantes en Ligue 1. Il y a eu 24 buts marqués cette saison, c'est pas énorme. J'imagine que vous allez réussir, vous allez exceller dans cette catégorie. Allez, on commence sans plus tarder avec une première question. Messieurs, combien de buts a inscrit le meilleur buteur nantais depuis le début de la saison? 3 4. Eh bien c'était 5. 5 buts. On va donner Mathis Ablin, évidemment, meilleur buteur des Canaries avec 5 buts, et également meilleur passeur avec 4 passes décisives. 1 point donc pour Maxime. Deuxième question, messieurs, quel est le seul joueur nantais à avoir inscrit un doublé cette saison? Il n'y en a qu'un, et c'est pas Mathis Ablin, petit spoiler. Il n'était pas titulaire hier. Mohamed de ce côté-ci. Ouais, j'aurais dit moi j'aurais dit El Arabi. Mais... Et bien aucun des deux, messieurs. C'était Herba Guirassy contre Monaco. C'était ses premiers buts en Ligue 1. Il était d'ailleurs devenu le plus jeune joueur à marquer un doublé en Ligue 1. Pour ça que j'avais relevé un petit peu tout ça. Allez, on enchaîne. Une bonne réponse à 0 pour l'instant. Qui sont les deux seuls Nantais à avoir marqué sur penalty cette saison? Allez, 1 point par bonne réponse. Il y en a eu un face à Marseille et un face au Havre. Mostafa Mohamed déjà. Ouais, et puis on est sous la recrue de l'hiver.
Rémi Cabella. Rémi Cabella. Alors Rémi Cabella, c'est bon, c'était face Marseille. à l'OM. Et l'Arabie. Exactement. C'est l'Arabie donc qui a marqué. Et non, parce qu'El Arabi avait raté, il s'était Ah. repris après. Le deuxième, c'était Ignatius Ganago, en fait, contre le Ah Havre. ouais. D'accord, ok. D'accord. Un but Oui, pour ouais. les Donc un deux. demi-point pour moi, c'est ça. Marius, non, un point. Un J'ai point, dit un point carrément. pour bonne réponse. Cette égalité, ça m'arrange. Ça m'arrange. Quel joueur nantais, messieurs, est le plus efficace face au but si on compte le ratio minute-but? Spoiler, c'est pas Mathis Sabline, il a joué tous les matchs, il a mis Guirassy. 5 buts. Pour le coup. Ouais, j'aurais Guirassy. dit Guirassy aussi, ouais. Eh ben, c'est pas Guirassy, Eh bien, c'est un Bon. défenseur. Avoisien. C'était Fabien Santon. ah oui. Ah oui. Fabien Santon, Deux hein, buts. 3 buts. 3 buts. Et 3 donc buts. ce qui fait un but marqué toutes les 224 minutes. Et C'est puis vrai. aller très C'est rapidement. vrai, c'est vrai. Pour finir, pour vous départager, combien de joueurs ont trouvé le chemin du but depuis le début de la saison? 8. 8 de ce côté-ci, 7. 7 du côté droit. Et bien c'était 12. Ils sont 12 à avoir marqué cette saison. Et donc c'est une victoire de Marius Anita, peut-être la première. Hein. Non, la ouais, deuxième. la je crois. deuxième. La deuxième consécutive. Bien sûr. Marius Anita en pleine forme en ce moment, dans une dynamique qui Bravo. fait qui De fait maintien. De maintien. qui fait rêver jusqu'à Vaïd Halilhodžić, j'imagine. Merci beaucoup messieurs pour cette émission, pour toutes vos Merci. analyses. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site de Télé Nantes. Et puis un rendez-vous à vous donner pour cette fin de semaine. Il n'y aura pas de Ligue 1 ce week-end, vous le savez, mais il y aura un match de Première Ligue à la Beaujoire avec les joueuses du FC Nantes qui recevront le PSG. Ça sera samedi, donc coup d'envoi à 21h pour un choc de Première Ligue féminine. Messieurs, merci encore Merci. pour cette Merci. émission. Et allez les filles. Allez les filles, et bonne soirée à toutes et tous sur Télé Nantes. Merci.